Bonjour à tous. L'épisode est déjà bien assez long comme ça, alors on va pas prendre le temps de faire une blague en introduction. Al, lance le protocole macroscopie. Non, c'est juste que vous avez pas d'idée en fait. Lance! Cet épisode a été un véritable casse-tête. Savoir que je voulais vous parler de développement embryonnaire ne m'indiquait en aucun cas comment vous en parler. Parce que vous pouvez me croire, il y en a une tétrachier de trucs à dire. Devais-je vous détailler toutes les étapes du développement? Devais-je m'en tenir au strict minimum? Et si je décidais de vous détailler toutes les étapes du développement, jusqu'à où pouvais-je m'y enfoncer? Non, parce que vous savez, si on se cogne des semestres entiers à la fac sur le sujet, c'est parce que ça se résume pas en 10 minutes le bousin. Pour rappel, le développement embryonnaire, c'est ce qui arrive après la fécondation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qu'est la fécondation? Alors si vous me le permettez, j'ai fait un diagramme de Venn pour illustrer la notion de fécondation. J'avoue que tu piques ma curiosité. Bien essayé, Al, mais ce n'est pas tout à fait exact. On va quand même revenir sur la fécondation pour les trois du fond qui ne suivent pas vraiment. La fécondation, c'est le stade de la reproduction sexuée où l'on va avoir une fusion du gamète mâle et femelle en une cellule unique appelée zygote. J'ai décidé de ne pas rentrer dans le détail afin de garder mes propos clairs, mais on va quand même définir ce qu'est un zygote et un gamète. Les gamètes, ce sont des cellules qui se sont spécialisées afin d'assurer la reproduction sexuée. On va avoir d'un côté le gamète mâle, le spermatozoïde, et de l'autre côté le gamète femelle, l'ovule. Lorsqu'un spermatozoïde rencontre un ovule, il le féconde. On obtient alors un zygote, la toute première cellule d'un individu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment de votre vie, vous avez été une seule cellule, une seule petite cellule qui a donné un être humain complet? C'est donc à partir de cette cellule que l'on va obtenir un individu. Et pour obtenir cet individu, cette cellule va passer par tout un tas d'étapes. Et ces étapes, c'est celle du développement embryonnaire. Et c'est là que mes choix pour l'émission sont devenus compliqués. Devais-je vous détailler toutes ces étapes? Devais-je vous faire un cours d'embryologie? Devais-je au contraire rester évasive? Mais si je faisais cela, est-ce que j'allais pas finir par vous perdre par manque d'informations? Du coup, j'ai décidé de faire comme d'habitude, utiliser des articles pour vous introduire tout cela. Al, j'ai fait un rêve. Mais lequel? Un ovocyte qui serait si gros qu'il pourrait être observé à l'œil nu. Un ovocyte qui, une fois fécondé, pourrait être étudié et filmé même, sans avoir besoin de matériel coûteux. Un ovocyte qui permettrait d'étudier les tout premiers stades du développement, et même les plus précoces. Mais Alexis, cet ovocyte existe. C'est l'ovocyte de Xénope. L'ovocyte de Xénope. Je vais pas vous mentir, je suis pas franchement objectif sur le sujet. L'ovocyte de Xénope, c'est le matériel biologique sur lequel j'ai effectué ma thèse. J'en suis absolument fan. Mais je vous entends déjà dire: ouais, bah elle est bien gentille, l'autre débile avec ses cheveux roses, mais c'est quoi un Xénope? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas à moi de vous répondre. Alors suivez-moi, on va aller rencontrer des vrais passionnés du Xénope. Nous voilà dans le laboratoire de l'équipe de régulation des signaux de division de l'UMR 8576 de l'Université de Lille. Cette équipe travaille sur le Xénope. Mais c'est quoi un Xénope? Eh bien, allons demander au professeur Jean-François Baudard qui anime cette équipe. Oui, donc je m'appelle Jean-François Baudard, je suis professeur à l'Université de Lille 1. Donc j'enseigne en biologie cellulaire, biologie du développement, et mon domaine de recherche concerne le cycle cellulaire et la biologie du développement de manière très large. Alors le Xénope est un crapaud d'Afrique du Sud, qui est une espèce qui vit essentiellement dans l'eau, donc une espèce aquatique. Donc l'ovocyte, c'est une cellule qu'on va trouver dans les ovaires. Donc les ovaires sont les petites usines qui vont fabriquer les gamètes.
Et ces ovocytes sont des énormes cellules rondes qui présentent des particularités au niveau pigment, parce qu'on va avoir un hémisphère animal qui est pigmenté, un hémisphère végétatif qui n'est pas pigmenté. Ces ovocytes subissent la méiose, c'est-à-dire 2 cycles de division, et ensuite attendront les spermatozoïdes pour la fécondation et rétablir ce qu'on appelle la diploïdie et l'aventure qui commencera d'un nouvel embryon. Alors, ces ovocytes ont plusieurs avantages. Premier avantage, ce sont des cellules qui sont géantes. Donc on a un ovocyte qui va faire entre 1,2 et 1,4 mm, qui va représenter plusieurs dizaines de milliers de cellules somatiques. Donc ça va permettre de faire des études au niveau biochimique. Comme la cellule est géante, on va pouvoir aussi la manipuler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y mettre des électrodes, par exemple, pour mesurer des potentiels de membrane. On va pouvoir injecter dans cette cellule. On va pouvoir prendre une petite partie de cette cellule aussi. Donc cette cellule présente des avantages de manipulabilité. Donc on va pouvoir la manipuler. C'est aussi une cellule qui a une fécondation externe. Donc ce qui veut dire que, contrairement aux mammifères, où on ne peut pas accéder au moment, à l'instant T de la fécondation, là on va pouvoir régler ce moment T0 de fécondation et analyser ce qui va suivre en fonction des conditions. Donc comme on peut manipuler l'ovocyte, on peut manipuler aussi le milieu externe. Et donc manipuler le milieu externe, ça veut dire qu'on va pouvoir ajuster des conditions. Par exemple, introduire des éléments traces métalliques, introduire des contaminants dans ce milieu et vérifier leurs effets. Alors, oui, historiquement, on peut citer 2 exemples dans les années 70, c'est assez ancien finalement. Un premier exemple qui est la découverte de ce qu'on appelle le MPF, qui est un facteur, une activité biologique qui va permettre à toutes les cellules d'entrer en division. Donc c'est un facteur qui a été découvert chez les amphibiens et qui a été caractérisé aussi chez les amphibiens. Deuxième exemple, qui date aussi des années 70, c'est la cristallisation de l'hémoglobine. Souvent on a un problème lorsqu'on étudie la fonction de protéine ou la structure d'une protéine, c'est la quantité. Donc dans les années 70, John Gurdon a injecté les ARN messagers codants pour l'hémoglobine, a fait produire l'hémoglobine dans les ovocytes de Xénope et a pu extraire de ces ovocytes une quantité suffisante qui a permis la première cristallisation de l'hémoglobine. Alors à l'heure actuelle, nous on utilise encore ce modèle dans des thématiques qui sont assez variées finalement, puisqu'on va étudier la fonction d'une protéine dans une cellule qui est vivante, et on ne sera pas dans un contexte qui sera in vitro, on sera plus dans l'ex vivo. Ces protéines peuvent être des protéines qui sont impliquées par exemple dans la maladie de Parkinson, dans des pathologies aussi neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer avec la protéine Tau, dans la parasitologie également, donc avec le schistosome et l'Plasmodium. L'ovocyte de Xénope, donc, un outil d'étude du cycle cellulaire, d'écotoxicologie, mais du développement embryonnaire aussi. J'ai décidé de m'intéresser à la thématique écotoxicologique du laboratoire pour 2 raisons. Tout d'abord parce que le dernier article sorti par le laboratoire portait sur l'écotoxicologie et le développement embryonnaire, du coup le sujet de notre épisode. Mais aussi parce que l'écotoxicologie, c'est au cœur de l'actualité et ça devrait être au cœur de nos préoccupations. L'écotoxicologie, en clair, c'est l'étude des effets des polluants sur les écosystèmes. Et comme vous le savez, l'homme, avec un grand H, n'est pas franchement l'espèce qui pollue le moins. Malheureusement. Mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte de l'impact de la pollution sur ce qui nous entoure ? Peut-être est-ce difficile à ce moment de la vidéo de se rendre compte du lien tangible qui existe entre toxicologie et développement embryonnaire. Pourtant, étudier les effets de polluants sur le développement d'embryons est un sujet d'étude assez commun. L'alcool, les bébés, les femmes enceintes. Vous le faites le lien maintenant ? Eh bien, intéressons-nous à l'étude de M. Slaby et de ses collaborateurs. Al, est-ce que tu m'entends ? Malheureusement, oui. Ton amour pour moi n'a d'égal que ta subtilité. Tu devras avoir un accès direct à la caméra via le PC. Ok, me voilà bien installé. Eh bien dans ces cas-là, allons poser quelques questions à M. Slaby.
Alors bonjour, je m'appelle Sylvain Slaby. Je suis en train de terminer ma première année de thèse ici à Lille, une thèse sur les effets de différents contaminants environnementaux sur les ovocytes d'un amphibien modèle, le Xénope. Alors nous avons choisi le Xénope dans notre étude car c'est une espèce qui nous présente de nombreux avantages. Déjà la première, c'est les connaissances qu'on a sur cet animal. Que ce soit en biologie cellulaire ou en biologie du développement, c'est une espèce qui est vraiment très connue du point de vue de son fonctionnement et de sa physiologie. Nous, en plus, en écotoxicologie ou en toxicologie de l'environnement, cette espèce nous donne l'avantage d'être exclusivement aquatique, donc les voies d'exposition se feront uniquement par l'eau. Un autre avantage, qui est très important dans notre étude, vu qu'on travaille sur l'œuf, c'est que ces ovocytes, ces œufs, sont disponibles sous plusieurs milliers. En ce qui concerne la question, aurions-nous pu travailler sur une autre espèce d'amphibien? La réponse est non, car en France, tous les amphibiens sont protégés. Donc le Xénope reste l'espèce sur laquelle on peut travailler en laboratoire. Le cadmium et le plomb sont deux métaux, ce sont donc deux contaminants inorganiques. Dans la nature, ils nous proviennent d'activités humaines, comme l'industrie, la métallurgie, l'agriculture. Ils sont, dans la plupart des cas, retrouvés en duo. Nous les avons choisis étant donné qu'ils font partie tous deux des contaminants majeurs de l'environnement. On les retrouve dans quasiment tous les milieux sur notre planète. Une autre raison, c'est qu'ils font partie des plus préoccupants. Ils sont d'ailleurs classés dans les listes des polluants à surveiller prioritairement, établies par différentes instances environnementales. Alors oui, nous retrouvons ces deux contaminants, le cadmium et le plomb, dans les milieux de vie des amphibiens, que ce soit dans les ponts, dans les mares, dans les cours d'eau, dans tous les milieux de ponte. Et oui, ils impactent négativement les amphibiens. De nombreuses études ont montré qu'il y avait des effets néfastes sur la survie, sur la reproduction, mais aussi sur le comportement des grenouilles ou des salamandres. Voilà qui nous renseigne un peu plus sur le pourquoi de cette étude. Les amphibiens sont menacés. Notons que cette classe de vertébrés contient le plus grand nombre d'espèces connues en danger. Il paraît donc extrêmement important de comprendre comment les contaminants, tels que les métaux lourds, peuvent affecter la population. Si protéger les individus actuels est quelque chose d'important, il faut aussi que la population puisse croître. Pour qu'une population puisse croître, il faut qu'elle se reproduise. Ainsi donc, étudier les effets des métaux lourds sur la fécondation et le développement embryonnaire paraît d'un intérêt crucial. L'étude se propose donc de répondre à 3 questions. Le cadmium et le plomb ont-ils un impact sur la fécondation? Et si oui, comment? Et le cadmium et le plomb ont-ils un effet sur le développement embryonnaire du Xénope? Intéressante question, n'est-ce pas? Alors allons dès maintenant capturer un Xénope et commençons notre étude. Pour des raisons de droit d'auteur, l'ensemble de cette scène sera bruité à la bouche par Al. Mais j'ai pas du tout cette fonction. Tu te débrouilles. Touk 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 touk. Pam 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 palam pam 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 palam pam 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 palam 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 pam 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 pipili 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 pum. Voilà, maintenant que nous avons notre spécimen, il est temps de faire des bébés. Car oui, pour étudier la fécondation, il n'existe pas 40 moyens différents. Il faut en effectuer une en présence des contaminants. Une fécondation in vitro, ça reste une fécondation classique, à savoir la mise en contact des gamètes mâles et femelles, mais moins fun pour la grenouille. Pour commencer, il faut donc récupérer des ovocytes, des ovules si vous préférez. Et pour cela, on va faire pondre une femelle. Afin de préparer la femelle à la ponte, celle-ci reçoit des injections sous-cutanées de HCG humaine pour hormones chorioniques gonadotropes. L'HCG, c'est une hormone qui devrait sonner de façon assez familière à votre oreille, puisque c'est l'hormone de la grossesse chez la femme. Lorsque celle-ci est injectée à une femelle au Xénope, cela va préparer les ovocytes à la ponte. Anecdote amusante, les Xénopes peuvent être et ont été utilisés comme test de grossesse. Lors de la grossesse, l'HCG se retrouve dans les urines de la femme. C'est d'ailleurs ce qui est recherché dans les tests de grossesse vendus dans le commerce. Mais si vous faites pipi sur un Xénope femelle et que celle-ci se met à pondre dans les 24 heures suivantes, c'est que vous êtes enceinte. Attention, c'est quand même moins précis qu'un test de grossesse, et puis c'est dégueu.
Il faut ensuite stimuler la femelle pour l'inciter à pondre. Dans la nature, c'est le rôle du mâle qui s'accroche à la femelle et la masse pour l'aider à pondre. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ici, le massage est effectué par les chercheurs. Une fois les œufs pondus, on les met en contact avec des tranches de testicules de xénopes mâles. Cela va permettre de mettre ensemble les spermatozoïdes et les ovules, afin que la fécondation ait lieu. Cette fécondation, on va la faire dans différentes conditions. Une condition contrôle, la fécondation a lieu dans un milieu sain. Une condition avec contaminant, où la fécondation a lieu en présence d'un milieu contaminé, avec du cadmium ou du plomb, à différentes concentrations. Et là, on touille, et du coup, on féconde. Je me tourne vers vous et j'entends vos petites pensées chafouines. Pourquoi ne pas laisser le mâle et la femelle ensemble, tamiser les lumières, leur mettre un petit Barry White et laisser la nature faire? Et vous pouvez rajouter aussi une bonne bouteille de vin blanc. Je ne suis pas vraiment sûre que les xénopes boivent du vin blanc. Oh, ou du rosé si elles préfèrent. Bref, monsieur Slaby, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Chaque année, des centaines de vidéastes amateurs surexposent leurs scènes par manque de matériel adéquat. Aidez-les, ne faites pas de remarques en commentaire. Donc effectivement, nous effectuons des fécondations in vitro. Pour cela, nous prenons, comme vous avez dit, les gamètes, mâles et femelles séparément, et nous les mettons en contact dans des milieux exposés et non exposés. Nous ne voulons pas faire de fécondation dite naturelle, tout d'abord, car il faudrait déjà exposer les parents, chose que nous ne voulons pas. En plus, le fait d'exposer directement la fécondation nous permet de savoir exactement combien d'œufs est exposé aux contaminants. Et en plus, ça nous permet aussi d'être sûr que ce soit uniquement la fécondation qui est exposée au cadmium et au plomb. C'était donc cela. Monsieur Slaby, en effectuant une fécondation in vitro, cherchait à éviter la contamination des parents, mais aussi à réguler le nombre d'œufs présents dans chaque expérience. Tiens d'ailleurs, en parlant d'œufs, si on retournait voir ce qu'il arrive à nos ovocytes. La première question que se pose l'article, c'est le cadmium et le plomb affectent-ils la fécondation? L'un des énormes avantages de l'ovocyte de xénope, c'est qu'il est très simple de savoir si la fécondation a eu lieu ou non grâce à la rotation corticale ou aux rotations d'équilibration. Après la pénétration du spermatozoïde, l'ovocyte de xénope s'oriente en fonction de la pesanteur. Comme l'hémisphère végétatif, la partie non colorée est plus lourde, elle se retrouve automatiquement vers le sol. Voyez cela comme un culbuto. Il est donc extrêmement simple de savoir qui est fécondé et qui ne l'est pas. Tous les ovocytes présentant la face noire vers le haut sont les ovocytes fécondés. Les autres ne le sont pas. Il suffit donc de faire une photo de nos différentes conditions et de compter tout cela afin d'obtenir un pourcentage d'ovocytes fécondés. Penchons-nous un peu sur les résultats. Et toi aussi, apprends à lire une boîte à moustache de Tuckey. Car oui, avant de vous montrer les résultats, on va revenir rapidement sur c'est quoi une boîte à moustache, à savoir une représentation particulière des résultats. Notons que le test de Tuckey est un test statistique de comparaison multiple et Lexis préfère ne pas développer la question car elle ne comprend rien aux statistiques. Ajoutons qu'en général, elle m'oblige à faire pour elle l'ensemble des calculs de ses études sous prétexte que je dois me rendre utile. Ça va, c'est bon, tu as fini ton monologue? Ok. La représentation graphique de la boîte à moustache est mystérieuse lorsqu'on la découvre pour la première fois. Pour lire et interpréter, il est nécessaire de connaître sa construction. 3 valeurs principales sont à retenir. La valeur maximum, la valeur la plus haute obtenue parmi les données de l'ensemble des expériences, la valeur minimale, la valeur la plus basse cette fois, et enfin, cette valeur présente à l'intérieur de la boîte. Cette valeur, c'est la médiane, celle qui partage les données en 2 groupes d'effectifs égaux. C'est la valeur du milieu en termes moins scientifiques. Prenons une suite de 9 valeurs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 15. La médiane partage la série en 2 groupes d'effectifs égaux. Ici donc, la médiane est égale à 6, car avant 6, il y a 4 valeurs, et après 6, il y a 4 valeurs. Bien, maintenant que vous maîtrisez parfaitement la boîte à moustache, nous pouvons nous intéresser aux résultats de l'étude. L'exposition au cadmium entraîne une diminution dépendante de la dose du nombre d'ovocytes fécondés. Plus la concentration en cadmium est forte, moins il y a d'ovocytes fécondés. Le cadmium a donc un impact négatif sur la fécondation.
En présence de plomb, cependant, il n'existe pas de différence statistique, et j'insiste sur ce mot, entre le groupe contrôle et les ovocytes exposés aux différentes concentrations de plomb. J'insiste sur différence statistique, car si vous regardez les minima de chaque condition, vous pourriez me dire qu'en réalité, il existe un effet négatif du plomb. Cependant, la statistique indique que, bien que ces minima soient plus faibles que la condition contrôle, il n'existe pas de différence significative pour l'ensemble des données. Nous pouvons dès maintenant répondre à la première question de l'étude. Le cadmium et le plomb affectent-ils la fécondation ? La réponse est oui, mais seul le cadmium affecte la fécondation, et cela de façon négative et dépendante de la dose. Nous sommes alors en droit de nous poser la seconde question de l'étude. Comment fait-il pour affecter la fécondation ? Si l'étude n'apporte pas de réponse définitive, elle apporte cependant des pistes de réflexion. En effet, la première question que l'on est en droit de se poser, c'est lequel de ces deux gamètes est affecté principalement par le cadmium ? Pour répondre à cette question, la même expérience de fécondation que précédemment a été réalisée, mais cette fois-ci en préincubant un seul des deux gamètes dans le cadmium 25 mg par litre avant fécondation. On observe alors que, qu'importe le gamète préincubé, le taux de fécondation diminue en présence de cadmium. Cependant, l'ovocyte semble être le gamète le plus touché des deux, puisque le taux de fécondation obtenu après préincubation de l'ovocyte seul est plus bas que celui pour la préincubation du spermatozoïde. Mais quels pourraient être les effets des métaux lourds sur ces gamètes ? Eh bien, allons poser la question à Monsieur Slaby. Lorsqu'on expose au cadmium les spermatozoïdes ou les ovocytes, les taux de fécondation sont largement diminués dans les deux cas. En ce qui concerne les spermatozoïdes, on a une hypothèse, on pense que la motilité du spermatozoïde serait affectée par les expositions. Des études précédentes, effectuées dans d'autres laboratoires, ont pu montrer que ces expositions au cadmium en fait, empêchaient le spermatozoïde de bouger. En ce qui concerne l'ovocyte, on a des taux encore inférieurs à ceux qu'on peut trouver lorsqu'on expose seulement les spermatozoïdes. Ici, on n'a pas de piste précise, mais on pense que ça peut être lié soit à l'entrée du spermatozoïde dans l'ovocyte ou à des mécanismes internes à la cellule. Dans cette étude, effectivement, nous avons choisi de nous intéresser spécialement à l'ovocyte, étant donné que le but de ma thèse, le but du projet, est de développer des nouveaux outils utiles en surveillance environnementale. Donc développer des nouveaux biomarqueurs sur cette cellule. Et voici une seconde question qui a trouvé sa réponse. Ne nous en reste plus qu'une. Le cadmium et le plomb ont-ils un effet sur le développement embryonnaire du xénope ? Et là, je ne vais pas y couper. Il va falloir que je vous fasse un petit cours de développement embryonnaire chez le xénope. Je le dis, je le hurle, je le souligne et je le mets en gras. Vous êtes ici face à une introduction brève et concise de ce qu'est le développement embryonnaire. Je ne vous fais pas un cours complet. De plus, ici je vais vous détailler le cas du xénope, un amphibia, et donc un cas particulier. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire va pouvoir se retrouver dans d'autres cas, mais il faut quand même faire attention. Pour approfondir le sujet, s'il vous intéresse, je vous invite à aller sur Internet, et notamment sur le site de l'Université Pierre et Marie Curie, dans lequel vous trouverez un super cours d'embryologie. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Ensuite, si le sujet vous intéresse, eh bien tapez tout simplement cours embryogénèse sur Google et vous tomberez sur tout un tas de cours sur le développement embryonnaire. Et il y a aussi beaucoup de documentaires sur la fécondation. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir des ouvrages, notamment Embryologie expérimentale, comprendre les mécanismes fondamentaux de l'embryogénèse, de Jean-François Baudard, qui rassemble des connaissances de base et des principes essentiels sur le développement embryonnaire expérimental. Le développement de l'ovocyte de xénope peut se résumer en 4 étapes. Après fécondation, les embryons subissent de nombreux clivages successifs durant la segmentation. Au terme de ces clivages, l'embryon va subir la gastrulation, qui est un ensemble de mouvements au niveau des tissus de l'embryon. L'embryon subit ensuite la neurulation, durant laquelle le système nerveux est défini. Enfin, une étape d'organogénèse permettra la mise en place des organes. Je vais revenir en détail sur chaque étape. Dans un premier temps, donc, on va observer une segmentation de l'ovocyte. Le premier clivage, ou division de segmentation, scinde l'œuf en 2 cellules. Ces cellules, on les appelle des blastomères. À ce stade-là, on dit qu'on est au stade 2 cellules, ou stade 2. Un second clivage a ensuite lieu, divisant l'œuf en 4 cellules. On parle alors de stade 3.
Par la suite, les divisions se succèdent de manière rapide afin de donner une morula, ensemble de petits blastomères, des cellules donc, ayant l'aspect d'une petite mûre. Durant ces clivages, le volume global de l'embryon ne varie pas. Les blastomères deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure de la segmentation. Arrive ensuite la gastrulation. Alors que la segmentation se définit par une succession de divisions, la gastrulation est composée par un ensemble de mouvements. Je vais certainement faire un gros raccourci, et peut-être pas être ultra exact, alors on prend ça avec des bonnes grosses pincettes, mais c'est pour que vous compreniez. En gros, la gastrulation, c'est le moment où l'embryon voit ses cellules se coordonner et organiser le plan de l'individu. C'est le plan de base sur lequel se fera la différenciation après. Vient alors la neurulation. Cette étape correspond à la formation du système nerveux. Et voilà, c'est tout, on va pas en dire plus. De même pour l'organogénèse, c'est la formation des organes, on se stoppe là et on va pas plus loin. Voilà, maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur l'embryogénèse et comment elle se déroule et se compose, on va pouvoir répondre à la dernière question de notre article. Mais dites-moi, mon bon monsieur, est-ce que le cadmium et le plomb ont un effet sur le développement embryonnaire du xénope ? Si dans notre petit cours nous sommes allés jusqu'à l'organogénèse, l'article s'intéresse à l'impact du cadmium et du plomb jusqu'au stade 4 de la segmentation, où l'embryon présente 8 cellules. Pour cela, des fécondations en présence des contaminants ont été effectuées et les heures de passage de chaque stade pour les ovocytes fécondés ont été notées pour chacune des conditions. Admettons que le stade 2 cellules de la condition contrôle arrive à midi. On note alors midi comme étant l'heure normale de passage de ce stade. On le note donc comme étant égal à 0. De là, on peut savoir si les conditions contaminées atteignent ce stade plus rapidement. Ils ont atteint ce stade à 11h45, soit 15 minutes en avant. Le passage a pris 15 minutes de moins 15. Ou plus lentement. Ils ont atteint ce stade à midi 12, 12 minutes de retard. On note alors que le passage a pris 12 minutes de plus 12. On observe que, en présence de cadmium, il existe un retard de développement assez important par rapport au contrôle. Une fois de plus, celui-ci est dépendant de la dose. Plus la concentration en cadmium est forte, plus le retard est important, pouvant atteindre 10 minutes de retard pour le passage du stade 4 pour la plus forte concentration. Le plomb, lui, n'entraîne pas de retard ou d'accélération du développement de l'embryon. Tout semble bien se passer pour nos futurs bébés xénopes. Mais dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pas fini de répondre à toutes les questions qu'on s'était posées en début d'émission ? Le cadmium et le plomb affectent-ils la fécondation ? Le cadmium affecte la fécondation de façon négative et cela de façon dépendante de la dose. Comment ? En ayant un effet sur les deux types de gamètes, et plus précisément les ovocytes. Et enfin, le cadmium et le plomb affectent-ils le développement embryonnaire du xénope ? À nouveau, seul le cadmium affecte le développement embryonnaire et cela de façon négative en entraînant un retard de développement de l'embryon. Avant de rentrer à l'appartement pour conclure sur tout cela, je vais laisser une dernière fois la parole à Monsieur Slaby et le remercie à nouveau d'avoir accepté de répondre à mes questions. Eh bien, jusqu'à maintenant, les études similaires sur les amphibiens en écotoxicologie ou en toxicologie de l'environnement ont porté sur des stades tardifs dans le cycle de vie des espèces, des stades adultes ou des stades têtards assez âgés. Ici, dans cette étude, on se base vraiment sur les stades les plus précoces. Ça commence au stade gamétique jusqu'à l'embryon pour arriver à un tout jeune tétard. Donc on va détecter des effets qui jusqu'alors ne l'étaient pas et qui pourtant affecteraient énormément la survie d'un individu et donc la survie d'une population d'amphibiens. Déjà, il faut savoir que les amphibiens font partie des groupes les plus menacés par la 6e crise de la biodiversité. Donc tous ces effets que l'on détecte sur des stades précoces de leur cycle de vie vont permettre d'apporter des pistes pour expliquer pourquoi ces amphibiens sont aussi menacés par la pollution. En plus, tous ces effets qu'on détecte vont permettre de développer de nouveaux moyens pour effectuer de la biosurveillance environnementale, de la surveillance des milieux aquatiques. Donc grâce à cette étude, on espère pouvoir à terme juger la qualité d'un cours d'eau, d'une mare, d'un lieu de ponte, la qualité des milieux naturels. J'ai décidé de vous parler d'écotoxicologie pour vous parler de développement parce que déjà c'est un sujet que je connais un peu et parce que ça me permettait de vous faire une émission un peu particulière.
Mais surtout parce que, et je pense l'avoir assez répété, c'est un sujet qui me paraît important. J'espère que vous aurez compris que derrière cette étude en laboratoire existe un enjeu bien ancré dans notre monde. On parle tout le temps de la disparition des abeilles, de ce que cela coûtera à notre planète si elle venait à ne plus exister. Mais d'autres espèces sont en danger, sont menacées, et risquent elles aussi de disparaître de la surface de notre monde. Peut-être vous dites-vous que la disparition des crapauds et des abeilles, eh bien, ce n'est pas si important, que des espèces qui disparaissent, ça arrive beaucoup, trop souvent. Dites-vous bien que les grenouilles et les crapauds, ce sont des prédateurs de larves et d'insectes divers, et que sans eux, ces espèces seraient moins régulées. Vous vous plaignez déjà des moustiques quand vous partez en vacances ? Eh bien, je vous laisse imaginer la tronche d'un étang s'il n'y avait pas de grenouilles. Ainsi, le développement d'outils de biosurveillance, afin de savoir quels contaminants sont présents et à quelle concentration ils sont présents, semble vital et absolument nécessaire. Car pour pouvoir réagir rapidement, il faut déjà se rendre compte de l'ampleur d'une contamination. Pour en revenir au développement, là, on a étudié le cas bien précis du développement d'embryons de xénopes en présence de métaux lourds. Mais on aurait pu s'intéresser au développement d'embryons en présence d'alcool, de drogue, de médicaments, du stress, enfin, de tout ce qui vous passe par la tête, quoi. Mais retenez bien que j'aurais pu utiliser tout un tas d'autres sujets pour vous parler du développement. Par exemple, j'aurais pu vous parler de malformation, un domaine extrêmement large et extrêmement intéressant. J'aurais pu vous parler de maladies génétiques et de tout ce qui vise à les déceler dès le stade embryonnaire et à les soigner dès ce moment-là. Et si je vous dis embryon et gène, j'en entends au fond qui murmure eugénisme et bienvenue à Gattaca. Et si le sujet vous intéresse, je pense que la luciole de Trantor d'Anna vous fait un petit peu de l'œil. C'est un vaste sujet, un domaine d'études passionnant, et je pense que je n'ai pas fini de vous en parler. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Macroscopie. J'espère qu'il vous aura plu, malgré le fait qu'il soit un peu long. J'ai tenté de l'alléger au maximum, mais je ne voyais pas comment le raccourcir plus sans passer à côté de certaines choses que je voulais traiter. Comme d'habitude, je vous invite à le partager s'il vous a plu, à me laisser un commentaire pour m'apporter des pistes d'amélioration pour l'émission. Me répéter 150 fois que c'était un petit peu long n'est peut-être pas forcément nécessaire. Je vous rappelle que je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. Si vous voulez me suivre, c'est avec plaisir. Je suis d'ailleurs beaucoup plus active sur Twitter que sur Facebook. Je tiens aussi à remercier les membres de l'équipe de régulation des signaux de division, ainsi que l'Université de Lille 1 de m'avoir laissé filmer dans leurs locaux. Et je remercie aussi le professeur Jean-François Baudard ainsi que Sylvain Slaby d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir pris du temps pour y répondre. Comme d'habitude, la bibliographie est présente dans la description, ainsi que des liens pour approfondir un petit peu les sujets traités dans l'émission. Je pense que je n'ai rien oublié, et donc Al, tu peux éteindre le protocole macroscopie. C'est encore moi et je vous embête une dernière fois. Pour les 500 abonnés sur la chaîne, Al et moi voudrions vous proposer une FAQ. Celle-ci sera donc tournée en présence de moi, bien sûr, mais aussi de mon ami Artem qui prête sa voix à Al. Si l'initiative vous intéresse, je vous laisse nous poser vos questions via le hashtag MacroFAQ. En fonction du nombre de questions, nous tournerons ou non la FAQ des 500 abonnés. Du coup, tous à vos comptes Twitter, on compte sur vous. Jean-Michel Crapaud, c'est lui, il est dans la rivière. Jean-Michel Crapaud, toujours là. Oui, c'est Jean-Michel Crapaud. Excusez-moi Alexis, mais je ne comprends pas bien la fécondation chez l'homme montrée dans vos documentaires. Quel documentaire ? Vous savez, c'est avec Yamete. Et surtout, pourquoi toutes ces tentacules ?